Oh, ça fait peur, ça, Rose, putain. Les gars, je suis en panique. Waouh! Oh, je l'ai écrit 3 fois ce putain de texte. Les amis, on n'est plus qu'à quelques jours de Noël. On va entendre de la musique, avoir des boîtes de musique, des boîtes toutes courtes. Une simple boîte à musique. Qui pourrait penser que cette boîte contient le mal à l'intérieur? Croyez-vous en toutes ces superstitions, à tous ces objets hantés? Pensez-vous qu'un meuble peut contenir un esprit, un pantalon peut-être, obtenu d'une personne qui est plus de ce monde aujourd'hui? Il vous arrive également de recevoir des consignes ou des interdictions. Ne fais pas ci, ne fais pas ça. Dire à un enfant de ne pas manger le gâteau dans la cuisine avant que par faiblesse, il ne cède une fois votre dos tourné. Bien sûr, selon les personnes, ça change. Il y en a qui réfléchissent aux risques et aux conséquences. Alors, préparez-vous. Kevin Manis possédait une modeste boutique à l'entrée de la ville de Portland, dans l'Oregon. Il était antiquaire et il aimait particulièrement les petits objets rares, faciles à revendre. Cette histoire se passe en 2001. Kevin assista à une vente aux enchères organisée par une famille dont la grand-mère était décédée à l'âge de 103 ans. Avant la vente, on lui expliqua que la défunte était née en Pologne puis elle avait migré aux États-Unis. Kevin, après avoir acheté plusieurs articles qui valaient plusieurs centaines de dollars, observait son achat pour lequel il eut un coup de cœur. Un coffret en bois cadenassé, doté d'un tiroir en bas et de 2 portes sur lesquelles sont dessinées 2 grappes de raisin. Il la tourne dans tous les sens, quand soudain il entendit derrière lui. Je vois que vous avez acheté la boîte à 10 books. Kevin, surpris, se retourna, vit une jeune femme et lui demanda plus de renseignements par rapport à l'objet. C'est assez fréquent qu'un acheteur demande à un vendeur des petites choses, par exemple à quoi servait l'objet, depuis quand il est dans la famille, etc. Après plusieurs renseignements, Kevin demande surtout pourquoi l'objet ne reste-t-il pas dans la famille. La femme lui répond que sa grand-mère aurait voulu que la boîte soit enterrée avec elle. Mais ce souhait étant contraire à leur coutume, sa demande n'avait pas pu être honorée. Mal à l'aise, Kevin lui dit de garder la boîte. Il sentait que c'était un souvenir sentimental et que potentiellement elle pouvait le regretter plus tard. Mais la réponse de la jeune femme n'était pas du tout cohérente avec les pensées de Kevin. Elle répondit avec insistance qu'il avait acheté la boîte et que donc elle était sienne. Kevin réfléchissa et dans un dernier essai précisa qu'il ne souhaitait pas récupérer son argent. La jeune femme s'énerva, elle éleva la voix et s'écria: Vous l'avez acheté, vous avez fait une affaire. Oh. Kevin proposa alors à la jeune femme d'ouvrir la petite cave à vin avec elle. Mais elle se montra également froide et distante par rapport à la proposition. Elle dit que sa grand-mère ne voulait pas que cette boîte soit ouverte et qu'elle semblait particulièrement y tenir. Elle désirait respecter sa volonté. Elle raconta un souvenir d'avoir vu cette boîte nichée en haut d'une étagère étant petite, complètement inaccessible. Lorsqu'elle demandait à sa grand-mère ce qu'elle contenait, sa grand-mère crachait 3 fois entre ses doigts et répondait, Car 10 books étaient enfermés à l'intérieur. c'est-à-dire un démon. La jeune femme demanda donc de garder le coffret bien fermé pour ne pas libérer le mal qui y sommeille. Mais Kevin ne peut s'empêcher de sourire. Il n'est pas du genre superstitieux. Il a déjà entendu des histoires d'esprits qui s'échappent des objets et reviennent tourmenter les vivants. Pour Kevin, on ne voit que ça dans les films et les histoires pour faire peur aux enfants. Une fois la nuit tombée, Kevin arriva à la boutique. Il descendit le petit coffret au sous-sol qui lui servait d'espace de stockage et d'atelier de bricolage. Étant donné qu'il était antiquaire, il devait parfois réparer, rafistoler les objets. Il posa sur une table la boîte, qui était verrouillée par un loquet de laiton, sur lequel était fixé un petit cadenas, et il décida de l'ouvrir. Normalement, il aurait dû couper le cadenas, mais il préférait tordre le loquet et l'arracher doucement avec un petit tournevis pour pas abîmer l'objet. Quand le morceau de laiton céda, comme par magie, le cadenas s'ouvrit, appuya légèrement sur l'une des portes et le mécanisme actionnait en même temps toutes les portes opposées et le petit tiroir qui se trouvait juste en dessous. C'était du joli travail, se dit Kevin. Ce détail rehausserait la valeur de l'objet pour la vendre prochainement. Kevin se rappela de ce qu'avait dit la jeune fille de la grand-mère et dans un moment de doute, il ferma les yeux pour prendre une grande inspiration avant d'inspecter le contenu à l'intérieur. Il est peut-être pas superstitieux, mais c'est vrai que, arrivé devant la boîte et pour l'ouvrir, il s'est dit quand même,
Attention. Il observa quelques objets et souvenirs comme des pièces de monnaie, un calice doré, un chandelier en forme de tentacule, une stèle et 2 mèches de cheveux, un blond et un brun. L'antiquaire ne cache pas sa déception. Il pensait qu'un objet, pourquoi pas précieux, était à l'intérieur. Il referma soigneusement le coffret, laisse la boîte à son bureau et s'en va. Le lendemain matin, c'est une employée de Kevin, une vendeuse, qui ouvrit le magasin. Une jeune femme qui s'appelait Jane. Il lui confia la boutique car il était parti pour quelques courses urgentes. Jane descendit au sous-sol pour y faire du rangement et elle s'apprêtait à remonter quand soudain, elle sentit une présence. Un verre éclata au même moment. Elle avait l'impression que quelqu'un l'observait, se cachait. Pourtant, elle savait que personne était là, vu que c'était elle qui avait ouvert le magasin plus la porte du sous-sol. Mais elle n'avait jamais ressenti quelque chose de similaire. Elle se dit pour se rassurer qu'un objet était donc tombé et qu'elle reviendrait plus tard pour le nettoyer ou le réparer. On la connaît tous celle-là. J'aurais bien couru moi aussi. La jeune femme éteint la lumière du bas des escaliers et commença à monter les escaliers. Mais tout d'un coup, un bruit, comme un toquement derrière elle. Elle s'arrêta, elle fit demi-tour. Elle savait que quelqu'un se dissimulait dans le sous-sol. Peut-être un animal ou un sans-abri. Elle ralluma rapidement la lumière en répétant « Il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Elle parcourt les allées avec les grandes étagères quand soudain, la lumière qu'elle venait d'allumer s'éteint brusquement et une chaise bascula devant elle. Jane se précipita vers le téléphone et appela Kevin. Elle priait pour qu'il décroche au plus vite. Quelqu'un semblait pulvériser tous les objets avec une batte de baseball. Kevin, derrière le téléphone, entendit tous les bruits sourds des éclats de verre. Il dit à Jane d'appeler la police et de sortir très rapidement. Mais la communication coupe brusquement. Kevin s'empressa de revenir dans sa boutique et directement un détail le percuta. La porte d'entrée était restée entr'ouverte, mais celle menant au sous-sol était fermée à clé. Kevin ne savait pas vraiment à quoi s'attendre, il se dirigea vers la porte du sous-sol, descendit les escaliers et quand il pénétra dans la pièce obscure, il tendit son bras pour allumer la lumière. Mais plus aucune lumière s'alluma et le silence était total. Alors avec une lampe de poche, il s'avança prudemment dans la grande pièce. Une odeur terrible était dans l'air, des morceaux de verre partout dans les allées. Et il comprit rapidement que tous les néons du plafond avaient été brisés. Soudain, sa lampe de poche éclaira le visage de Jane et Kevin sursauta. Elle était là, debout, dans le noir, les yeux remplis de larmes et elle ne bougeait pas. Jane, sans dire un mot, reprit un petit peu ses esprits et elle se précipita vers les escaliers puis disparaît. Une semaine plus tard, alors que ça faisait déjà 2 ans que Kevin et Jane travaillaient ensemble sans aucun problème, il reçut sa lettre de démission et plus jamais de nouvelles. Sachez qu'il n'y avait aucune issue de secours dans le sous-sol de Kevin. Il ne trouva donc aucune explication et se dit que c'était Jane qui était devenue folle et qu'elle était coupable de tous ces dégâts. Un mois plus tard, la mère de Kevin Manny se présenta au magasin. C'était son anniversaire et son fils avait coutume de lui offrir un de ses objets vieillots avant de l'inviter au restaurant. Elle était donc là, en train d'attendre son fils, assise dans un fauteuil. Kevin arriva, lui donna la boîte, quand soudain, le téléphone au sous-sol sonna. Comme de par hasard. Kevin s'absenta pour aller répondre au téléphone. La vieille femme appuya sur les portes et le petit tiroir s'ouvrit en même temps. Un air froid sortit de la petite boîte en bois. Elle se sentit mal, elle était tétanisée. Elle sentit le mal sortir de cette boîte et elle se demandait si elle reverrait son fils avant de mourir. Kevin était parti depuis moins de 2 minutes lorsque soudain l'un de ses nouveaux employés courut pour le prévenir que quelque chose n'allait pas avec sa mère. Elle était assise dans le fauteuil près du petit coffret et des larmes coulaient sur ses joues et Kevin voyait de la frayeur sur son regard. Elle ne pouvait plus bouger, elle tentait de communiquer avec le regard mais impossible de lui adresser la parole. Kevin appela les urgences. Une fois que les ambulanciers sont arrivés, ils ont transporté le corps inerte de sa mère. Elle est conduite aux urgences où on l'a diagnostiqué un AVC foudroyant. Quand elle reprit connaissance, elle était incapable de s'exprimer. Mais elle a écrit sur une petite feuille « Débarrasse-toi de cette boîte ». Kevin a commencé à faire le lien entre les incidents et le petit coffret. Finalement, tous ces problèmes avaient commencé avec l'achat de cette boîte. Il devait s'en débarrasser. Il n'a pas tardé à agir. Il a exposé la boîte en vitrine directement dans son magasin en priant que quelqu'un vienne l'acheter. Dans la journée, un couple de personnes âgées acheta la boîte. Kevin était soulagé. Mais 3 jours plus tard, le couple sont retournés au magasin pour rendre la boîte
sans explication. Les gars, c'est mal parti, je crois. Kevin commença alors à faire des rêves, de terribles cauchemars. Il racontait toujours la même chose. Il se trouvait en un lieu agréable avec quelqu'un qu'il aimait bien et en qui il avait confiance. Il se promenait paisiblement, puis à un moment donné, il regardait la personne dans les yeux et il se rendait compte que quelque chose était différent. Quelque chose de mauvais. Alors elle se changeait en une vieille femme, peut-être la dame polonaise, mais en plus horrible encore, ce n'était pas un être humain normal. Elle se mettait à le griffer et Kevin se réveillait tous les matins comme ça. Une semaine plus tard, il commença à avoir une sorte d'ombre qui se déplaçait dans sa maison. Oh, ça fait peur ça, Rose, putain. Les gars, je suis en panique. Une nuit, l'alarme du détecteur de fumée s'activa, le réveilla brusquement. Il se leva rapidement et inspecta la maison, mais apparemment rien ne brûlait. Il ouvrit alors la porte, regarda à l'extérieur et une terrible odeur puante envahissait tout le jardin. Il finit par se rendormir, mais pas de chance. À 4h30 du matin, il se réveilla avec la désagréable impression de quelqu'un respirer sur son cou. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il aperçut une ombre immense dans le couloir. Ni une ni deux, il met l'objet en vente sur eBay. En mai 2003, en description, il précise en toute honnêteté que l'objet est dangereux et prévient le futur acheteur qu'il court un grand malheur s'il essayait de l'ouvrir. Son annonce connaît malgré tout un certain succès. En réalité, il y a beaucoup de gens qui achètent des objets hantés, petit big up au grand JD, donc c'est pas tellement étonnant. Et c'est finalement Joseph, un jeune étudiant dans le Missouri qui reçoit chez lui avec son colocataire Brian. Il s'amuse à tout faire afin de provoquer la boîte, l'ouvrant par exemple le coffret pour faire peur aux invités au cours d'une soirée. Mais à force de chercher les esprits malveillants, on finit par les trouver. Dans les semaines qui suivent, l'un des deux étudiants tombe en dépression. L'autre attrape une bronchite. Le problème, c'est qu'on est en plein été. Des insectes envahissent leur salle de bain et l'inévitable odeur puante refait son retour. Au début de l'automne 2003, les deux colocataires mettent une nouvelle fois le coffret en vente sur internet. Le suivant sur la liste n'est autre qu'un conservateur de musée scientifique. Il a eu vent et rumeurs sur ce campus et la mésaventure des deux étudiants. Dans son laboratoire, il inspecte le coffret sous tous les angles, enquêtant sur les substances telles que l'ammoniac ou d'une possible contamination, mais il ne trouve rien ni à l'intérieur ni à l'extérieur, mis à part quelques résidus de cire provenant peut-être des anciennes bougies allumées lors d'anciens rituels. Les écrans des ordinateurs du musée tombent en panne. Les visiteurs sont pris de vertige, les employés entendent des voix et commencent à refuser de travailler à proximité du coffret. Tu m'étonnes. Le conservateur n'a d'autre choix que de l'emporter chez lui, exposant sa famille aux humeurs de l'esprit. Tous les cauchemars reprennent dans toute la famille. Le conservateur voyait de très vieilles femmes aux cheveux fins, blonds ou bruns, les yeux enfoncés dans leur orbite, la peau et le visage se décomposaient. Horrible. Il se décida de se séparer de la boîte. Il ne se contente pas de la refourguer à quelqu'un d'autre, ni de la revendre. Il voulait vraiment essayer d'éradiquer le mal. Il réussit à reprendre contact avec ce cher Kevin Manis, qui jusqu'ici se croyait sorti d'affaires. Dommage. Quand Kevin décrocha et entendit l'histoire de la boîte, il raccrocha brusquement, tétanisé à l'idée que cette boîte lui revienne. Le conservateur se rendit dans des forums de paranormal et d'objets antiques, avec une communauté qui prend ces choses-là très au sérieux. Il demanda de l'aide à tout le monde en expliquant point par point ce qui se passait avec cette boîte. Finalement, il fut contacté et repris par un enquêteur paranormal qui souhaitait l'exposer dans un musée à Las Vegas. À l'heure où je vous parle, n'importe qui peut désormais s'approcher de la boîte protégée derrière une cage en verre blindée, à condition simplement de signer une décharge de responsabilité. Il est arrivé que des visiteurs ressentent une étrange présence dans la pièce ainsi qu'une odeur puante, avant évidemment d'être en proie à des cauchemars les nuits futures. Alors, si vous voyez cette boîte, en vrai, essayez de ne pas avoir la boîte. Les amis, c'est la fin de l'histoire, j'espère que ça vous a plu. À l'heure où je fais cette vidéo, on s'approche de Noël, j'espère que vous aurez plein de cadeaux. Donc dites-moi en commentaire si ça vous a fait peur, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout à me suivre. Je compte sur vous pour 2024 et je vous souhaite une bonne fin d'année et à l'année prochaine. Ciao!